Bonjour, nous sommes à Salon de Provence, au pied du château de l'Empéry, et nous allons rencontrer Guy, un passionné du patrimoine, qui va nous emmener sur une balade un peu insolite, nous faire découvrir le chemin des Lys. Bonjour Guy. Bonjour Christiane. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette forteresse déjà, la date de construction éventuellement, et pourquoi on l'appelle l'Empéry ? Alors la date de construction c'est un peu difficile. On sait que le terme castrum apparaît dans un texte du début du Xe siècle. Donc on pense que la forteresse date de cette période-là, hein, au début du Xe, peut-être un peu avant. Et elle a été construite sur le rocher du Puech, ce qui permettait de surveiller toute la Crau. Hein, à cette période, surtout qu'on était en période d'invasion. D'abord les Sarrasins, puis ensuite les Normands. Donc ça permettait de surveiller toute la Crau depuis le rocher du Puech. Et l'Empéry, tout simplement parce que c'est le terme provençal, l'Empéry, et parce que Salon dépendait du Saint-Empire romain germanique jusqu'à son entrée dans le giron du royaume de France au XVe siècle. Nous sommes devant la tour Galagaspe. Je suppose que cette tour faisait partie des remparts. Absolument. Elle est construite sur l'alignement du rempart médiéval de la cité, qui fait tout le tour, hein, sur les cours. Elle doit dater du XIVe, XVe siècle, puisqu'elle est en forme demi-ronde, ce qui permettait sur sa face extérieure, avec sa partie ronde, de faire ricocher les boulets de pierre qui étaient envoyés par les canons de l'époque, puisqu'on est au début avec de l'usage du canon pour la destruction des forteresses. Et son côté plat à l'intérieur facilitait sa destruction au cas où elle aurait été prise. Donc du château, on pouvait la bombarder et puis fracasser la muraille, puisque les pierres ne rebondissaient pas sur cette forme plate. Donc ce qui permettait de la détruire et de reprendre la tour aux ennemis qui venaient de s'en emparer. Alors d'ailleurs, au sujet de cette tour, nous avons l'occasion exceptionnelle d'y rentrer, puisque nous recevons un professeur de l'université d'Aix-Marseille, spécialisé dans les fortifications, qui a souhaité la visiter. Donc nous avons l'occasion de faire un saut dans cette tour. L'intérêt de cette tour, c'est qu'elle participe à la fois de la défense de l'enceinte de ville et de la défense du château de l'Empéry. Il semble qu'elle couvre la poterne qui permettait à l'archevêque d'Arles de s'enfuir en cas de révolte de la ville via une circulation qui descendait directement de l'Empéry jusqu'à l'extérieur. Voilà. Alors l'intérêt de cette tour, c'est qu'évidemment elle est totalement inédite, puisqu'elle est absorbée dans des maisons qui en ont condamné les accès inférieurs et les niveaux inférieurs. Ce qu'on peut en voir aujourd'hui, c'est donc uniquement la salle haute et la terrasse couronnée de machicoulis sur laquelle nous sommes, qui montrent qu'on est dans une tour strictement adaptée à l'arme arbalète et arc, mais pas à l'arme à feu. Une tour qui est donc ceinturée d'une colonne de machicoulis sur console très sobre, qui est plutôt donc une indication du XIVe siècle. De même que le fait que cette tour, qui est en fer à cheval, en U, qui était donc tangente au rempart, était traversée par la circulation du chemin de ronde, puisqu'on a une porte de chaque côté. Donc elle n'est pas un sectionnement du chemin de ronde, mais au contraire une fluidité des circulations défensives. Et en même temps, cette tour est couverte d'une coupole et était probablement, dans un temps originel, ouverte à la gorge, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de mur du côté intérieur, pour que même en cas de chute de cette tour, elle reste sous le feu du château de l'Empéry. Alors très sympathique cette tour Galagaspe. Tu peux nous en dire encore quelques mots ? C'est une partie des remparts de la ville qui est pratiquement inconnue, hein, pour ne pas dire complètement. Et c'est l'occasion, avec la venue de M. Fauchère, qui est professeur donc, tu le disais, à l'université, qui va faire des relevés, qui est spécialiste des fortifications. Donc c'est un des patrimoines de la ville qui sera, je pense, étudié, comme le château
bientôt. Oui, parce que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu délaissé quand même. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors nous allons aller à la rencontre de Yves de Roubaix, qui est président de l'association Salon Patrimoine et Chemin. Yves, bonjour. Bonjour Christiane. Peux-tu nous parler de l'association dont tu es le président ? Avec grand plaisir, oui. C'est une association que nous avons créée il y a moins de 2 ans, qui a pour but de valoriser le patrimoine salonnais. Et là, aujourd'hui, nous sommes au pied du château. Et nous voudrions donc, en particulier, c'était le but essentiel premier de notre association, la réouverture du chemin des Lys que l'on va voir, et par la même occasion, la préservation de la tour Galagaspe que l'on a vue précédemment. Yves, est-ce que tu as bon espoir que ce chemin des Lys soit un jour réouvert ? Oui, certainement, puisque déjà avec la volonté que nous avons tous grâce à l'équipe merveilleuse qui m'entoure, j'y crois énormément, et qui plus est avec la nouvelle municipalité, on a l'impression on a même la certitude que c'est pris en compte de façon très sérieuse, puisque nous avons été amenés à nous rencontrer à l'occasion de la mise en place d'un comité de pilotage pour cette réouverture. Donc je pense que même si le travail va être un petit peu long et complexe, je pense qu'on va arriver dans les années à venir, et plus elles seront courtes, mieux ce sera, pour réouvrir ce chemin des Lys et le rendre au public salonnais et aux touristes de passage. Alors Guy, nous sommes ici sur une partie du chemin des Lys qui n'est plus accessible. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, en fait oui, il est plus accessible parce qu'il y a la partie du rocher qui est ici et la construction du lycée derrière nous a fermé l'accès à ce chemin des Lys. Alors ce qui est intéressant sur cette partie-là, c'est qu'on a, donc c'est toute la partie, la cour, la haute cour qui était à l'entrée du château, qui était munie de remparts également. On voit depuis la tour Pierre de Cros le rattachement du rempart, et qui faisait donc tout le tour de cette partie. Et on a ce bâtiment au-dessus du Second Empire, qui est une caserne, et avec une datation dessus 1915. En fait, 1915, c'est pas date de construction, puisqu'il date de 1860, mais c'est la date de fin des travaux de rénovation après le tremblement de terre de 1909. Donc 1909-1915, il a fallu un moment. C'est parce que le maire Henri Favre s'est battu au début de la guerre avec l'administration pour que enfin la caserne soit rénovée et que l'on puisse accueillir des troupes. Et la nécessité a fait que ça a été fait dès le début de la guerre. Derrière, le long du rempart, au pied du rempart, derrière le figuier, une poterne. Alors ça c'est intéressant parce que c'est une ouverture qui avait été réalisée pendant les guerres de religion, exceptionnellement pendant les guerres de religion, pour permettre à des hommes en armes de sortir par un chemin protégé, par une muraille, 2 murailles de chaque côté, un couloir pratiquement, de traverser la ville et de sortir en dehors des remparts ou de rentrer dans le château sans que personne ne les voie. Alors Guy, on attaque les choses sérieuses ? Nous allons entrer en lice ? Exactement, c'est le terme approprié. Entrer en lice, c'était au Moyen-Âge les tournois que l'on faisait à l'intérieur d'une palissade. Dans la palissade, ce sont les lices. Et par définition, entrer en tournoi, c'était entrer en lice. Mais les lices, c'est aussi une ligne de rempart qui va protéger soit une ville, soit un château, comme ici, le château de l'Empéry. Dis-moi Guy, pourquoi ce trou ? Ce trou, c'est tout simplement une cavité naturelle. Il y en a tout autour du château qui ont été comblées par ces murailles que l'on voit sur le devant pour empêcher les gens de se cacher dessous, pour que les gardes du château puissent les voir. Mais à la Révolution, le château étant vendu comme bien national, le commissaire de police fait un rapport au maire en alertant que les gens du quartier viennent prendre l'argile sous la roche marine et il mentionne qu'il y a un risque que le château ne s'écroule. Guy, il y a une petite anecdote au sujet de ce conduit que l'on voit sur cette grosse tour. Oui, ce conduit, c'est les toilettes du château. Il y en a plusieurs autour du château. Ce sont des latrines. Et ce serait par ce conduit que, pendant les guerres de religion, M. de Saint-Roman, qui était au château et lui-même était assiégé, s'est échappé en se laissant glisser par ces toilettes. Et en traversant la ville, et pour échapper à ses ennemis, il a sauté les remparts de la ville. Mais à ce moment-là, il s'est cassé la jambe. Voilà. Mais il a été aidé pour s'échapper. Il y a eu pas mal de transformations sur ce château et sur cette façade, on peut en voir quelques-unes. Tu peux nous en parler ?
Oui, sur cette façade, on voit quelques transformations du château. À partir de 1233 jusqu'en 1275, il y a une rénovation, une reconstruction du château. On en voit la trace encore sur cette façade. Et il y a surtout, à partir du XVe siècle, du milieu du XVe siècle, la transformation du château fort en palais, avec l'ouverture de belles fenêtres à meneaux, avec les armoiries, dont le premier à ouvrir ces fenêtres est Pierre de Foix, qui ouvre sur toute la façade ouest ce genre de fenêtres. Guy, nous sommes ici sur le chemin des Lys, donc à partir de là, ce chemin est condamné. Donc tu vas nous ouvrir? Absolument, j'ai la clé. Ici, on aperçoit meurtrière ou archère. Tu peux nous expliquer la différence? Mais la meurtrière, c'est après. Hein. D'abord, c'est l'archère, puisqu'elles sont aménagées pour qu'un archer où un arbalétrier puisse tirer ses carreaux d'arbalète. Et la meurtrière elle-même, c'est une archère qui a été agrandie pour permettre l'usage de l'arme, fait un grand recul et il faut avoir la place de passer l'arme pour viser, pour tirer. Donc il y a besoin d'un trou beaucoup plus important. Alors ici, nous sommes sur une partie absolument abominable hein, du chemin des Lys. Nous passons devant une porte qui relie, a priori, Guy, le chemin des Lys au moulin d'Isnard, c'est ça? En fait, c'est une partie du moulin d'Isnard. C'était l'accessibilité pour charger en olive le moulin par la partie arrière. Et dessous, on a les pressoirs. Donc les olives étaient envoyées en bas pour être pressées. Elles étaient stockées à la partie supérieure, directement. Oui, donc cette porte, c'est comme l'a dit Guy, c'est le moulin d'Isnard. Et ce moulin d'Isnard donc, est un bien qui appartient à la municipalité. Et on aimerait pouvoir le restaurer et envisager d'en faire un autre accès au chemin des Lys. Sur cette partie-là, on est au nord du rocher, hein. C'est la partie où le château a été construit dès le départ. Et on a un aménagement en pierre de taille à joint vif qui est ici, où l'on voit que avec le temps, les pierres entre elles ne font qu'une. Hein, on a pratiquement un mur complet là avec des trous de boulin pour le montage des échafaudages. Le mur lui-même a une certaine inclinaison, ce qu'on appelle un glacis, c'est pour permettre aux gens du château, en faisant tomber des pierres sur la partie du mur, cette pierre rebondit à l'horizontale et vient percuter les assaillants. Guy, tu peux nous dire ce qu'est ce contrefort? Ce contrefort, il a été placé là pour soutenir le mur au pied du rocher hein, du château, mais il n'est pas contemporain de la construction du château. Il a dû être aménagé plus tard, probablement au XIIIe, peut-être lors de la rénovation du château, parce que le cordeau qui est en haut ressemble étrangement à ceux que l'on trouve autour de l'église Saint-Michel, qui date du début du XIIIe siècle. Et cette pierre qui déborde là, qu'est-ce que c'est, Guy? Ben, c'est un chasse-roue. Là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment un témoin de l'usage comme passage de cette partie des Lys, puisque l'angle du contrefort a été coupé et on a laissé un chasse-roue pour laisser certainement passer une petite carriole, quelque chose avec des roues. Il y a une énorme fissure là. Est-ce que c'est un résultat du tremblement de terre? Absolument, ce sont des témoins, il y en a tout autour du château, sur le rocher également. C'est probablement la fissure qui se propage vers le rocher au-dessus et puis qui a décollé la tour du pigeonnier du bâti du château. Ah oui. Ce qui a poussé les architectes de l'époque et les militaires à faire exploser cette tour de peur qu'elle ne tombe sur les maisons environnantes. J'aperçois des barreaux à certaines fenêtres. Est-ce à dire que le château a pu servir de prison? Oh, absolument, absolument. Il a servi au XVIe siècle pendant les guerres de religion, mais il a surtout servi au XVIIe siècle avec le prince Casimir, le futur roi de Pologne, qui a été enfermé dans cette aile du château, dans la prison qui se trouve plus au nord. Et puis, sous la Révolution, il y a eu aussi pas mal de personnes retenues dans le château. Et après la Révolution, sous le Premier Empire, il a été transformé en maison de correction. Peux-tu nous dire
dire ce que sont ces aménagements dans le rocher? On a l'impression qu'il y a une rigole. À quoi ça servait? Là, on a une coulée simplement. C'est pour évacuer certainement des eaux de pluie ou des liquides, simplement des liquides. Je pense que ça vient des anciens aménagements du château. Nous sommes donc ici sur le chemin des Lys, sur la partie est du château, et je crois savoir qu'il existe un chemin de ronde. Oui, la différence entre le chemin des Lys et le chemin de ronde se situe en haut des remparts, le long du crénelage. Et c'est comme le terme l'explique bien, ronde, c'est la surveillance des gardiens pour surveiller les accès au château. Alors Norbert, en tant que vieux salonnais, tu ne connaissais pas ce chemin, tu viens de le découvrir, tu peux nous dire ce que tu en penses? Alors pas du tout, je ne le connaissais pas et j'ai été très heureux de pouvoir voir un petit peu ce chemin des Lys. Bon, mais je pense aussi qu'il serait très intéressant, non seulement pour les Salonnais, mais tous les touristes qui viennent visiter notre ville, de pouvoir faire ce tour très magnifique et où ils découvriront à la fois l'archéologie, mais aussi comme c'était au temps médiéval. Alors nous sommes apparemment au bout de ce chemin des Lys, puisque nous avons une porte totalement fermée. Guy, est-ce que ce chemin des Lys faisait le tour du château intégralement à l'origine? Absolument, il faisait tout le tour du rocher, de façon à avoir une marge de sécurité par rapport aux assaillants et pour pouvoir protéger le bâtiment, le château. Alors Yves, je crois que le but de notre association est avant tout de peut-être rendre aux Salonnais ce chemin des Lys. Comment vois-tu le projet? Exactement, c'est l'idée première de notre association et je crois qu'avec l'appui de la municipalité, ce qui semble être le cas en ce moment, nous allons pouvoir rouvrir ce chemin. Ce qui fait que ce mur que nous voyons derrière nous devrait être détruit et permettre donc un cheminement complet depuis le départ que nous avons pris tout à l'heure pour accéder à la montée André Viala et ensuite aux escaliers pour rentrer directement dans la cour principale du château par la place Farérou. Voilà, je pense que c'est une démarche qui est en bonne voie et on a grand espoir de voir une réalisation dans un délai inconnu, mais de réouverture de ce chemin. Alors nous sommes à l'issue de cette magnifique visite. Merci beaucoup Guy, à toi pour ton intervention. Merci Yves. Merci, nous aurons l'occasion de faire une visite du château et de ses musées prochainement. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à voir et à montrer au public qui connaît mal son château et qui connaît mal ses musées. Merci. Merci beaucoup messieurs. Merci à tous de cette invitation.